Bonjour à tous et merci d'être là aussi nombreux. Je suis le modérateur de cette session. Je m'appelle Lionel Astruc et journaliste et auteur de livres sur transition écologique. Allô ? Allô ? Voilà. Des essais, des enquêtes, des romans qui sont publiés aux éditions Actes Sud pour la plupart. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'urgence d'un bas carbone. Et pour cela, je voudrais inviter à me rejoindre ici sur scène Anne Sénéquier, qui est médecin spécialiste et chercheuse en géopolitique à l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Je voudrais également inviter à nous rejoindre Olivier Roussat, qui est le directeur général du groupe Bouygues. C'est les 4. C'est bon, c'est bon. Allô ? Ah, celui-là, mais il va marcher celui-là. Thierry Salomon, vous êtes énergéticien, cofondateur et actuel vice-président de l'association Négawatt et co-réalisateur du scénario énergétique Négawatt pour la France. Merci beaucoup d'être là. Et on va avoir en visio Luc Julia, qui est donc le directeur scientifique de Renault et qui a été directeur technique de chez Samsung et qui est également le co-créateur de l'assistant vocal Siri. Et donc, bonjour Luc Julia. Bonjour. Bon, tout fonctionne. Bienvenue. Et comme vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ne le savent pas encore, ça fait quelques jours seulement qu'on le sait, Gaël Giraud, malheureusement, ne peut pas se joindre à nous. Alors, pour introduire cette session, je voudrais évoquer un instant avec vous, avant d'échanger avec les invités, ce mot qui est arrivé depuis presque un an maintenant sur le devant de la scène et qui maintenant est dans la parole publique. Ce qui est vraiment inédit, c'est le mot de sobriété, qui autrefois était un tabou, mais qui est arrivé sur la scène publique par la force des choses, et notamment parce que les grands acteurs de l'énergie, en France et partout dans le monde, eh bien, petit à petit, ont commencé à accepter le fait qu'il va nous falloir consommer moins. Ces acteurs majeurs, ce sont l'Agence internationale de l'énergie, le GIEC, mais aussi l'ADEME en France, etc. Alors, comme beaucoup le savent, en fait, cette notion de sobriété, si elle vient juste d'arriver sur la scène publique, en fait, ça fait plusieurs décennies que les ONG, les économistes, les scientifiques le disent, qu'il faut consommer moins. Et on a la chance d'avoir avec nous donc l'un d'entre eux, c'est Thierry Salomon, qui fait vraiment partie justement de ces pionniers avec son association Négawatt. En un mot, ce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié lorsque j'ai découvert cette démarche, c'est que les négawatts, ce sont des gisements. Ce sont des gisements d'énergie qu'on peut éviter de dépenser. Et donc, Thierry Salomon, il regarde depuis maintenant peut-être une vingtaine d'années, tu nous diras peut-être un peu plus, il regarde le monde avec ses lunettes de négawatts. Et croyez-moi, aujourd'hui, quand on regarde le monde avec ces lunettes-là, avec toutes ces économies d'énergie possibles qu'on voit partout, eh bien, on voit les choses différemment. Et j'aimerais du coup qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Thierry Salomon, et que tu nous expliques aujourd'hui quelles seraient les consommations énergétiques que l'on pourrait éviter, celle qui aurait l'effet de levier peut-être le plus important, celle qui serait le plus facile à éviter, et celle justement qui pourrait nous amener vers davantage d'effets dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Alors,
Merci de cette invitation. Oui, ça fait effectivement, je me suis rendu compte, ça fait 25 ans que j'ai écrit un livre qui s'appelle La Maison des Négawatts. C'était la première fois qu'on en parlait un peu en France, mais déjà il y avait eu un auteur, un scientifique qui s'appelle Lovins, qui avait travaillé sur cette question-là et qu'on a repris. Il avait fait très attention à un moment donné à dire le mot négawatt avec un N et non pas évidemment avec un M, ce qui change tout. Une petite lettre de différence et ça change les choses. Avant toute chose, moi je voudrais quand même que l'on revienne un petit peu, qu'on fasse un tout petit peu de méthodologie sur cette question de sobriété et en même temps d'efficacité. Parce qu'il y a une sorte de confusion. On l'a vu notamment sur le débat un peu de ce matin, entre ces notions. Et c'est intéressant d'essayer de regarder un petit peu ces éléments-là. Nous, à Négawatt, on l'appelle la sobriété, la réflexion qu'on peut avoir autour des besoins énergétiques, ce qu'on appelle des services énergétiques rendus. En gros, est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils sont essentiels, vitaux, superfétatoires? Or, actuellement, vous êtes sans doute, je dirais, des consommateurs d'électricité. 1 kilowatt d'électricité très essentiel, il vaut autant qu'un kilowatt d'électricité qui peut être tout à fait inutile. Donc, à notre avis, il va falloir maintenant sérier les choses, regarder ce qui nous est essentiel. Et, j'allais dire, virer le plus possible ce qui est du gaspillage, ce qui est superfétatoire et nuisible. À partir de là, la sobriété, pour simplifier, c'est bien un regard sur notre façon de vivre, sur les services énergétiques rendus. Et au contraire, l'efficacité, elle, va s'intéresser à l'équipement, à l'outil, à l'appareillage. Si je veux faire un petit peu simple, on peut dire par exemple qu'une machine peut être avec une étiquette énergie A++, okay, elle va être efficace, mais pas nécessairement sobre. Si vous avez chez vous un réfrigérateur qui est A++, ok, il est efficace. Mais si à l'intérieur du réfrigérateur, vous avez 3 yaourts qui se courent après, vous n'êtes pas sobre dans le fonctionnement de ces réfrigérateurs. C'est tout simple, hein, c'est du bon sens. Parce que finalement, le bon indicateur, ce n'est pas la consommation d'énergie du réfrigérateur. Le bon indicateur, c'est combien d'énergie pour maintenir à 7 degrés 1 kilo d'aliments. C'est ça le problème. Idem sur l'ensemble de nos outils. Si je prends un autre exemple, très simple, à partir du moment où vous faites du covoiturage, automatiquement, vous divisez par 2 le bon indicateur. Le bon indicateur, c'est la consommation d'énergie par kilomètre et par personne parcourue. Le bon indicateur, c'est pas uniquement la quantité d'énergie, le nombre de litres de carburant dans la voiture. Donc, à partir de cette réflexion et de ces nouveaux indicateurs, en quelque sorte, on distingue nos 3 types de sobriété. C'est intéressant d'en faire un petit peu, je dirais, un tout petit peu d'analyse. Il y a d'abord une sobriété qui est une sobriété d'usage. L'idée est de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce déplacement? Et est-ce qu'il peut y avoir des alternatives éventuelles, etc. On le voit bien aujourd'hui avec le télétravail qui permet de recommencer à regarder un petit peu plus les déplacements professionnels qui vont être importants et ceux qui peuvent être réglés autrement. Donc une sobriété qui renvoie, je dirais, à l'intérêt de l'usage. Deuxième type de sobriété, une sobriété de dimensionnement. Est-ce qu'on n'est pas surdimensionné? Et lorsqu'on regarde les choses avec un œil un petit peu d'énergéticien, eh bien, on voit partout des surdimensionnements. Quand vous allez dans un grand magasin, eh bien, derrière, on a maintenant des niveaux d'éclairage qui sont pas très loin de ceux des salles de micro-informatique. Tout simplement pour acheter, parce que quelque part, les gens du marketing ont dit si on ne voit pas bien la pomme, eh bien, on ne vend pas.
Voilà. Et le troisième et dernier point au niveau de la sobriété, c'est une sobriété de partage ou de mutualisation, covoiturage par exemple, qui renvoie là, à ce moment-là, à une notion qui n'est pas uniquement personnelle, mais qui va être une notion plus, je dirais, plus d'organisation de la société. On peut très bien faire un urbanisme sobre, on peut très bien faire derrière la fabrication sobre des matériaux. C'est différent de l'efficacité qui renvoie simplement cette fois-ci à l'outil. Et là, il y a différents types d'efficacité. D'accord. Et alors, je voudrais, maintenant qu'on a eu cette présentation et très concrète qui nous permet, encore une fois, de rentrer tout de suite dans les aspects vraiment importants de notre débat, je voudrais qu'on élargisse un petit peu, parce que cette urgence d'un monde bas carbone, ici, on la vit, c'est vrai, beaucoup à travers ce type de débat, de problématiques, à savoir notamment technique versus comportement et usage qu'on va reprendre un peu plus tard. Mais ici, à l'UNESCO, on a un propos qui est aussi plus large et plus international. Et dans certains pays, l'urgence d'un monde bas carbone, c'est une urgence qui est beaucoup plus dramatique. Et je voudrais ici, avant d'échanger avec Anne Sénéquier, évoquer un cas particulier dont on a entendu parler beaucoup récemment avec la COP27, c'est le cas du Pakistan. Le Pakistan, en fait, c'est un pays qui émet 0,7% des gaz à effet de serre au niveau mondial, mais qui est au 8e rang des pays les plus sensibles au réchauffement climatique et qui en sont le plus victimes. On l'a vu cet été, il y a eu des dizaines de millions de réfugiés, il y a eu 1700 morts, etc. Et la question qu'on s'est beaucoup posé justement et qui est venu au devant de la scène à la COP27, c'était de savoir en fait comment est-ce qu'on peut construire une justice climatique, ce qui est en fait un des présupposés les plus importants pour justement aller vers ce monde bas carbone. Et comme je sais que Anne Sénéquier, vous êtes médecin humanitaire, donc vous avez voyagé, on en a parlé tout à l'heure, on m'a dit que vous étiez allé en Afghanistan, et je sais que vous êtes aussi chercheuse en géopolitique. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre comment est-ce qu'on peut aujourd'hui construire un monde bas carbone et comment construire une justice climatique, pour plus préciser. Merci Lionel. Juste avant, permets-moi de digresser parce que j'ai un petit problème avec l'intitulé de la session. Finalement, on cherche une urgence d'un monde bas carbone. Et ça me pose problème parce que c'est occulter la transversalité de la problématique de l'impact des activités humaines sur notre environnement. Et en se concentrant seulement sur l'aspect bas carbone, on a énormément d'autres aspects qui sont occultés, voire ignorés. Et du coup, on va arriver à des solutions, puisqu'on va pouvoir trouver une solution à cette problématique carbonée. Et on va trouver des solutions qui, in fine, sont pathogènes, qui ne sont pas des solutions. Alors, juste un petit exemple rapide. Par exemple, le focus sur le CO2 à propos des voitures thermiques. Alors là, maintenant, la grande solution, c'est de passer au tout électrique. Ma question, c'est est-ce que ça change la problématique des embouteillages en ville? Est-ce que ça change la problématique de l'accaparement de l'espace public qui renvoie les piétons et les enfants à l'extérieur? Qui voit des enfants jouer dans la rue aujourd'hui? Globalement, personne. En tant que mère, je peux vous dire que les miens ne jouent pas dans la rue en tous les cas. Est-ce que ça change le problème de sédentarité qui nous rend hypertendus, diabétiques, anxieux et en surpoids? Pas du tout. Quel va être l'impact environnemental de cette ruée sur les métaux rares? On sait que le cobalt qui est nécessaire est très présent en RDC, dans les mines où des enfants travaillent. Quel va être l'impact géopolitique justement de ces métaux rares qui sont, encore une fois, que dans certains pays? Je pense qu'aujourd'hui, en mettant tout le focus sur la voiture électrique, à coup de grands renforts. Il y a toujours voiture dans voiture électrique. Le problème est voiture, pas thermique, mais voiture. Et ce marketing agressif autour de la solution de l'électrique est, je le considère, moi, comme pathogène. Donc, on a un vrai problème déjà de voir le problématique du changement climatique dans sa grande globalité. Et j'ai entendu Madame Azoulay ce matin parler de transversalité, et j'en suis ravie. Et on en a besoin aussi pour que finalement le quotidien, l'urgence du jour, finalement, n'efface pas
ce fil d'Ariane qui est notre grand challenge du XXIe siècle. On a la guerre, on a la crise énergétique, on a une crise sociale, que ce soit les émeutes de la fin en 2008, que ce soit les gilets jaunes, les pandémies. À chaque fois, à chaque nouvelle crise, finalement, le changement climatique, hop, repart en arrière-plan. Mais finalement, toutes ces actualités, ça fait partie du changement climatique. Pour être exact, de l'impact des activités humaines sur notre environnement. Et si on n'arrive pas à prendre ces crises à travers ce prisme-là, on n'arrivera jamais à mettre en place des bonnes solutions. Et c'est là où j'en arrive à cette justice. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis revenue sur ce que j'avais l'intention de dire. Au départ, j'étais partie sur le côté fonds de dommages et investissements, et je vais y venir. Mais j'aimerais d'abord parler sur la confiance et tout finalement ce qui s'est passé depuis les 20 dernières années qui fait qu'aujourd'hui justement on a perdu cette confiance et cette légitimité vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis des individus, de la société civile, pour être en capacité de dire on va résoudre cette problématique ensemble. Alors il y a l'invisibilité des peuples et des pays impactés par le changement climatique. Le protocole de Kyoto au départ ne parlait que des pays de l'annexe 1 du protocole de Kyoto, c'est-à-dire en gros les pays riches occidentaux. L'engagement de ces protocoles de Kyoto 1 ne furent pas respectés. D'autre part, une fois qu'ils n'étaient pas respectés, les pays se retiraient, comme le Canada, comme les USA qui ne le signent pas. Pareil, finalement, avec l'accord de Paris, où les feuilles d'intentionnalité ne sont pas respectées, les USA qui partent et qui reviennent. Donc tout ça fait que les pays à revenus faibles et intermédiaires ont un peu de mal, finalement, à se dire « Très bien, nous sommes à bord du même bateau. » Et là, effectivement, ils sont très invisibilisés. Et c'est vrai que du coup, depuis 2015, ils se sont regroupés avec le V20, la création des groupes les plus vulnérables au changement climatique. Et ça peut éventuellement changer la donne. Donc aujourd'hui, on a besoin de récupérer cette confiance et cette légitimité vis-à-vis de tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? On a de la chance, on arrive après la COP27, donc on a quelque chose à dire vis-à-vis de cette justice climatique, avec la mise en place du fonds de Lost and Damage, qui met justement la possibilité de payer 100 milliards par an de la part des pays historiquement pollueurs sur justement les pays qui sont le plus impactés. Pour être honnête, ça fait depuis 2006 qu'on en parle de ce fonds. Donc je pense qu'on a perdu énormément de temps sur ces choses-là. Et c'est vrai que 100 milliards, ça nous semble beaucoup. On peut faire beaucoup de choses, mais 100 milliards, c'est très peu. C'est très peu. L'Allemagne, il y a quelques mois, a dit pour arriver à surmonter la crise énergétique, débloque 205 milliards de dollars. Donc c'est vrai que... Justement, sur ces questions de... En fait... l'urgence d'un monde bas carbone, et donc vous allez voir qu'on va évoquer la problématique de manière effectivement plus large et plus transversale. Mais je rebondis sur la question de la voiture électrique, et je voudrais m'adresser à Luc Julia, parce que c'est vrai que l'innovation dans le débat sur le réchauffement climatique, et je dirais même plus largement depuis une quarantaine d'années, dans les discussions autour de ce qu'on appelle le développement durable, un terme qui est en train de disparaître, et heureusement finalement, eh bien, la grande promesse, ça a quand même été l'innovation. Et c'est vrai qu'on a laissé entendre longtemps que, eh bien, on pourrait garder notre train de vie, notre confort, et que l'innovation allait nous permettre finalement de pallier au réchauffement climatique, sans changer nos comportements et nos habitudes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle désormais le solutionnisme technologique ou le techno-solutionnisme, c'est un débat qui est en train de monter assez fort, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on est allé dans beaucoup d'impasses, et aller au fond d'une impasse, à chaque fois ça prend du temps, et on prend du retard sur l'agenda réchauffement climatique. Et du coup, c'est vrai que ce que la société demande aujourd'hui, c'est d'avoir un débat différent sur ces questions d'innovation, et que lorsqu'une innovation doit être faite, lorsque des moyens doivent être engagés, peut-être faut-il une discussion, un débat plus citoyen
pour parvenir à savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et j'en viens à ma question à Luc Julia. Je voudrais lui demander comment répondre à cette défiance qui monte et à cette demande sociétale autour de la question d'innovation technologique. Alors d'abord, bon, deux petites choses rapidement. Il n'y a à peu près dans le monde maintenant que Donald Trump pour nier le fait qu'on a un impact, nous les humains, on a un impact sur ce monde et sur la carbonation. Donc ça, c'est assez clair, hein, et les statistiques le montrent assez bien quand on regarde les courbes d'émissions de CO2 et les courbes de l'évolution de la technologie et de l'innovation, en quelque sorte. Évidemment, elles sont très liées, comme vous voyez peut-être sur les graphes que je viens de mettre sur mon écran. Bon, bref, donc ça, c'est la première chose, il ne faut pas nier cet impact. Deuxième chose sur la voiture électrique, rapidement, je ne suis pas là pour faire de la pub pour la voiture électrique, parce que il est vrai que de toute façon, tout ce qu'on fait a un impact. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est mieux ou pas? Alors bon, oui, il y a des problèmes certainement de métaux rares, hein, de savoir si ça va impacter certains pays plus que d'autres. Il y a le problème aussi de savoir si certaines personnes qui ne sont pas en milieu urbain ont besoin de voitures ou pas. La réponse est oui, et moi, mes enfants jouent dans la rue parce que j'habite pas en ville. Et j'ai besoin, et surtout, enfin, vous savez certainement, aux États-Unis, c'est le monde de la voiture à outrance, et pour des raisons un peu stupides, comme le manque de transport en commun dans certaines grandes villes, mais aussi pour les questions de distance. Quand on est dans la Silicon Valley pour aller d'un point A à un point B, c'est un peu compliqué de se passer de sa voiture. Donc, est-ce que c'est mieux ou pas? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a un impact? Évidemment qu'il y a un impact. C'est pour ça aussi que des compagnies comme Renault, mais beaucoup de compagnies qui font des voitures, se tournent aussi un peu vers ce qu'on appelle la mobilité, et donc de savoir si on peut faire mieux. On a parlé tout à l'heure de covoiturage, le prêt des voitures, faire en sorte que les voitures soient plus utilisées. Comme on a dit aussi tout à l'heure avec cette histoire de frigo vide, aujourd'hui, une voiture est utilisée à peu près, en moyenne, à 5% du temps. Donc c'est évidemment pas du tout efficace. Et il faudrait rajouter l'efficacité en rajoutant du partage, certainement. Bon, ça c'était un point rapide, mais revenons sur l'innovation et sur cet impact qu'on a. Le problème que j'ai, alors en tant qu'ingénieur ici, et je vais un peu critiquer mes confrères, on fait souvent, depuis des années, de l'innovation pour de l'innovation. C'est-à-dire que c'est juste parce qu'on est excité par les technologies qu'on va développer quelque chose, et sans se rendre forcément compte de cet impact, parce qu'on on a plus de focus sur la technologie elle-même que sur son impact. Et je pense que finalement, vous parliez tout à l'heure de réflexion citoyenne sur les technologies. Je pense que à la fin, le problème, ou au début peut-être, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'éduquer, comprendre ses impacts. Si aujourd'hui, je vous dis que l'intelligence artificielle a un impact absolument extraordinaire sur notre monde, je pense que la plupart de nos concitoyens n'en ont absolument pas conscience. Le fait que quand on utilise une IA, une intelligence artificielle, pour faire un calcul quelconque ou une optimisation quelconque, en fait, cette optimisation peut être absolument négligeable par rapport à l'énergie qui est utilisée pour utiliser l'outil lui-même. On ne s'en rend pas compte. Donc, il va falloir déjà qu'on comprenne les impacts avant de pouvoir prendre des décisions. Et donc, on parle de régulation souvent, on dit il faut réguler, il faut qu'on comprenne, il faut que nos concitoyens puissent faire des choix. Encore une fois, avant de faire ces choix, il faut qu'on comprenne ces impacts. Donc, je pense qu'on peut parler rapidement d'une chose qui a un très très gros impact aujourd'hui, c'est les data centers, par exemple.
Les data centers, vous savez, c'est l'endroit où on stocke toutes ces données qui sont utilisées en général par l'intelligence artificielle. Et ces data centers, il faut comprendre que ce sont des trous énergétiques, ce que j'appelle même des aberrations énergétiques. Étant donné que c'est des milliers de serveurs, c'est des milliers d'ordinateurs qui sont les uns à côté des autres, et jusqu'à 60% de l'énergie qui sont dépensées dans ces data centers n'est utilisée juste pour refroidir le data center. Parce que les ordinateurs se chauffent entre eux, et c'est pas utilisé pour stocker les données, c'est pas utilisé pour calculer sur les données, mais c'est utilisé pour refroidir ces machines. Alors bon, ça c'est quand même assez aberrant. Alors est-ce qu'il y a des solutions? On peut en parler plus tard, mais c'est quelque chose qui, étant donné que c'est un peu loin des yeux et loin du cœur, on ne se rend pas compte du fait que ces machines utilisent énormément d'énergie, et il y a une certaine facilité dans l'utilisation de la technologie qui fait que on ne s'en rend pas compte. On va effectivement aborder la question des data centers tout à l'heure. Avant cela, je voudrais qu'on évoque un matériau bas carbone qu'on ne peut pas ne pas évoquer ici à l'UNESCO et avec Olivier Roussat avec nous dans le domaine de la construction. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'UNESCO, il y a une chaire de la construction et de l'architecture de terre. Et la construction en terre connaît aujourd'hui un renouveau assez important. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est biosourcé d'abord, c'est un matériau naturel, c'est un matériau qui est géosourcé, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout. Il ne nécessite pas d'intervention industrielle lourde pour être mise en œuvre. Enfin bref, c'est un matériau qu'on redécouvre parce qu'il y a, comme ça a été le cas à une époque avec le bois, et il y a de plus en plus de constructions un peu partout dans le monde qui sont des constructions contemporaines, belles, agréables. Et ne serait-ce qu'ici à Paris, c'est pas très connu, mais il y a un immeuble à Sevran qui a été construit à partir de terres d'excavation, c'est-à-dire qu'on a récupéré des terres de différents chantiers, etc. Et on a construit un immeuble un bâtiment à partir de ces terres. Et donc, je trouve ça intéressant d'aborder ça avec vous, Olivier Roussat, parce que pour moi, c'est un exemple assez probant d'association d'innovation et de méthodes anciennes. Et je voulais savoir si vous, dans l'entreprise et je dirais dans les actions de lutte contre le réchauffement climatique que vous opérez, qu'est-ce que vous faites en fait pour faire en sorte que ces matériaux tels que le bois ou la terre, biosourcés, géosourcés, soient aujourd'hui remis au goût du jour et à nouveau utilisés dans les constructions? Est-ce que ça fait partie un peu des plans, quoi? Alors d'abord, je voudrais remettre en perspective ce travail qui est fait et les raisons pour lesquelles on le fait. C'est juste comprendre que si nous avons un mouvement et on a pris un certain nombre d'engagements à partir de la fin de l'année 2020 dans nos réductions de notre empreinte carbone, on l'a pris si on considère qu'on a 3 parties prenantes dans une entreprise, les collaborateurs, les clients, les actionnaires. On l'a pris sous la pression, on pourrait dire, de 2 parties prenantes, que sont les collaborateurs et le monde financier qui finance les entreprises. Et donc, quand on voit ce qui a été dit tout à l'heure sur la COP et la façon de réagir, c'est important de comprendre que le monde financier met une pression très forte sur les entreprises pour que nous réduisions notre empreinte carbone de façon significative. Et les contraintes que nous avons de plus en plus, nous, on est certifié SBTi sur un certain nombre de nos métiers, le Science Based Target Initiative, qui valide les trajectoires de baisse carbone et puis qui les vérifie pour vérifier que ce qu'on raconte, c'est conforme à ce qu'on fait. Ce sont des choses qui sont maintenant extrêmement engageantes, qui sont largement répandues. Et nous, on a pris des engagements. Alors, vous avez des scopes, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, simplement, c'est de se dire qu'il y a une pression réelle et que les entreprises se sont mises en mouvement. Et elles se sont mises en mouvement, finalement, avant même que leurs clients le demandent, parce que je vous ai dit qu'il y avait 3 parties prenantes et je n'ai pas cité les clients, parce que c'est finalement eux qui viennent le plus tard nous demander des choses qui permettent de réduire l'empreinte carbone. En tout cas, jusqu'à un passé récent, puisque maintenant, quand on voit tout ce qui se passe et
l'été de cette année a été assez révélateur avec tous les phénomènes extrêmes qu'on a eu partout dans le monde. Il y a une vraie prise de conscience et les gens se disent maintenant il faut bouger. Alors pour répondre plus précisément à votre question et pour revenir à ces matériaux biosourcés, il est vrai qu'on a commencé à utiliser, on vient de le faire pour 2 projets, un projet d'un lycée qu'on a fait dans le centre de la France et puis un projet qu'on a fait pour l'Arena qui va être parmi les bâtiments qui seront utilisés en 2024 pour les JO. On a utilisé des briques de terre crue qui sont quelque chose, effectivement, comme vous le décrivez sur ce qui a été fait à Sevran, qui est un matériau qui, effectivement, a une empreinte carbone quasi nulle, limité au transport pour pouvoir l'amener sur le lieu du chantier. Il n'y a pas d'énergie, à l'instar de ce que l'on peut trouver avec du béton. Alors, ces choses-là, on a commencé de les faire. On a maintenant, alors c'est clairement quelque chose qui allie la tradition et le phénomène d'empreinte carbone qui est faible. Pour autant, ce sont des choses qu'on a besoin pour mettre à l'échelle de continuer à travailler. On a besoin de travailler également sur les aspects réglementaires, sur les aspects assurantiels. Ce sont des nouvelles choses, à faire prendre en compte, à faire accepter. Et il y a une autre matière que l'on utilise qui est effectivement également biosourcée, qui est le bois. On a comme objectif d'avoir 30% de nos projets de construction qui, à l'horizon 2030, soient faits avec du bois. On a là aussi besoin de faire évoluer le monde réglementaire. On a par exemple, je vous donne un exemple très très simple, on a maintenant depuis 2 ans nécessité, quand on fait un bâtiment en bois, de recouvrir le bois avec un coffrage dans un matériau triplâtre. Donc c'est dommage d'avoir fabriqué un bâtiment dont on a réduit l'empreinte carbone pour lui remettre un coffrage. Il se trouve que dans les pays du Nord, si vous allez en Finlande ou en Suède, quand vous êtes dans un bâtiment en bois, le bois est apparent et ils ne prennent pas plus feu. Non, en France aussi, non ? Non, plus maintenant. Depuis juin de l'année 21, il faut maintenant coffrer. Et vous voulez dire que faire un bardage bois, c'est interdit ? Non, on a la nécessité, quand on fait un immeuble, on avait commencé de faire des immeubles bois-béton, maintenant il faut recouvrir le bois. Quand vous avez le bois à l'intérieur, il est recouvert. Sauf si le permis de construire vous avait été attribué il y a à peu près 2 ans. Et ça, c'est dommage, c'est des réglementations qu'on doit faire évoluer. Les Japonais sont en train de faire une tour, ils ont un projet de tour à Sydney qui va faire 40 étages, qui est totalement en bois. On a un partenaire japonais qui s'appelle Obayashi qui fait beaucoup de choses complètement en bois. C'est un créneau que l'on peut prendre. C'est un créneau qui nous demande de travailler une supply chain, des partenaires pour pouvoir, nos différents fournisseurs avec lesquels nous travaillons, il faut lier des partenariats de long terme, il faut reformer nos collaborateurs pour savoir travailler avec ce bois, et ne pas, qui est très différent de ce qu'ils pratiquaient précédemment. Et puis enfin, il y a un dernier sujet qu'on est en train de traiter. On a aussi, et plus on pourra facilement transformer l'acte de construire pour nos collaborateurs, et donc on est en train de travailler sur un projet de béton de terre qui nous permet de réutiliser tout ce que nous utilisons à l'heure actuelle, dans le coffrage, dans les façons que nous avons de construire les bâtiments, et qui nous permet de shifter très très vite et de garantir qu'on peut assez rapidement faire des choses à l'échelle, c'est-à-dire en volume. D'accord, merci beaucoup. Et on va continuer d'évoquer ce sujet un peu plus tard. Mais je voudrais qu'on ne limite pas cette discussion à des questions techniques. C'est un peu ce qu'a dit Anne Sénéquier dans sa première intervention. Et justement, je voudrais revenir un peu là-dessus parce que on va le voir question après question, il y a quand même un vrai problème autour des usages, du comportement et de nos modes de vie et de nos trains de vie. Et en fait, la norme sociale aujourd'hui continue à nous pousser d'une manière ou d'une autre à consommer toujours plus. Donc on n'est pas tout à fait encore aujourd'hui en train de construire un monde bas carbone dans ce sens-là. Et nos rythmes de vie aussi sont impliqués dans cette frénésie qui nous pousse à consommer. Et ce que je voudrais essayer de comprendre, parce que vous travaillez à l'Observatoire de la santé, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est en quoi en fait, nos modes de vie, nos habitudes, nos comportements, comment est-ce qu'on peut les changer et en quoi ces rythmes de vie sont impliqués justement dans cette lutte pour un monde bas carbone ?
Je pense qu'il faut regarder les chiffres pour répondre à cette question. Quelle est la responsabilité de nos rythmes de vie? C'est vrai que lorsqu'on entend des chiffres tels qu'en France, on a la responsabilité d'1% des émissions à gaz à effet de serre, on va pouvoir se dire, nous, pays riches et développés, finalement, on a peu d'impact. Donc, finalement, cette envie de toujours plus n'est pas un problème. Sauf que, finalement, c'est occulter beaucoup de choses. C'est occulter la pollution par habitant et aussi la pollution exportée, c'est-à-dire la consommation de biens fabriqués à l'étranger et exportés. Lorsqu'on remet en parallèle ces chiffres, finalement, la pollution par habitant en France est bien plus importante que la pollution par habitant en Chine. Donc, on voit bien que, finalement, notre mode de vie, notre mode de consommation fait que finalement notre empreinte carbone est beaucoup plus importante. Alors il y a deux choses là-dessus et je rebondis un petit peu sur le côté sociétal et psychologique parce que depuis le milieu du XXe siècle, finalement, nos envies, nos achats, nos ambitions sont rythmées par les modèles qui sont véhiculés par les médias, par les publicités au marketing agressif. Et finalement, l'avoir a été glorifié par cette société de consommation. On a un succès qui n'est plus être quelqu'un, mais qui est avoir au détriment de être. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette énergie, on retombe un petit peu sur le domaine de l'énergie que vous évoquiez tout à l'heure, on l'a amené en disant on va pouvoir sortir l'humanité des tâches difficiles, le travail agricole, le travail quotidien des femmes, la machine à laver, le tracteur et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce succès de l'énergie fossile est venu là-dessus en apportant la démultiplication de la force nécessaire, faire plus, plus grand, plus haut, plus fort. Et en fait, on a oublié de regarder les conséquences, tout simplement parce que ça n'était pas utile. Et il y a un fondamental en psyché humaine, c'est que l'effort inutile n'existe pas. Vous pouvez le combiner à tout ce que vous voulez, aux relations internationales, à vos relations avec vos enfants, avec vos amis ou dans votre travail. Si vous voulez que quelqu'un fasse un effort, il faut lui apporter un intérêt. Or, dans les 30 Glorieuses, quel était l'intérêt de regarder finalement l'impact de cette énergie qu'on consommait à outrance? Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que finalement, ce système, il ne fonctionnait pas vraiment. Mais on était trop occupé à regarder ailleurs pour s'en rendre compte, sans y voir de lien. Alors, tout à l'heure, Olivier Roussat, vous disiez que les acteurs de la finance étaient parmi les moteurs qui poussaient l'entreprise pour être davantage climat compatible. Mais dans le milieu des énergies, Thierry Salomon, et en particulier dans le domaine du financement des énergies fossiles, malheureusement, c'est plutôt l'inverse qu'on constate aujourd'hui, à savoir que c'est en grande partie grâce aux banques que le financement des énergies fossiles se poursuit et que de nouveaux projets sont possibles à mettre en œuvre, des terminaux gaziers, de l'exploitation du pétrole, etc. Aujourd'hui, en fait, les banques continuent à financer des projets climaticides qui sont de nouveaux projets, qui ne sont pas seulement l'entretien de projets existants, mais qui visent en fait à construire un monde où on va continuer avec beaucoup d'énergie fossile. Et il n'y a aujourd'hui que les ONG finalement qui vraiment dénoncent ce phénomène et qui luttent contre ce phénomène. En revanche, les régulateurs, tels que l'AMF par exemple, ne régulent pas cette question-là. Or, peut-être faudrait-il un gendarme, qu'elle joue aussi ce rôle de gendarme et qu'une banque ne puisse plus aujourd'hui se présenter comme ayant une politique vertueuse, alors que ce n'est pas le cas. Thierry Salomon, toi qui justement essaye de pousser les énergies renouvelables, la sobriété, etc., comment aujourd'hui est-ce qu'on peut mieux réguler cette question de la finance fossile et faire en sorte que le financement aide plutôt des solutions d'avenir et bas carbone, puisque c'est le sujet de cette session? C'est deux choses.
La première, effectivement, il faut faire en sorte que derrière, on arrête totalement ou quasiment totalement avec l'ensemble des énergies fossiles. On ne peut plus se permettre de taper en quelque sorte dans le gâteau des énergies fossiles. Elles représentent en termes de réserve de l'ordre de 5 000 milliards de tonnes de CO2 éventuelles à émettre. C'est ce qu'il y a dans l'ensemble des réserves de l'ensemble des États pétroliers ou gaziers et puis des grandes sociétés pétrolières et gazières. Il faut réduire ces 5 000 à 1 000 si on veut rester à 2 degrés, voire à 400, 500 si on veut rester à 1,5. Ça veut dire qu'il faut diviser par 10 le trésor qu'elles ont. Et donc arriver à convaincre à un moment donné de leur dire ok, vous avez un coffre-fort dans lequel il y a un trésor en or, en pétrole, en gaz, en charbon, ne le touchez pas. Ça va être drôlement difficile. Et donc il faut une forte régulation. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le mot bas carbone, qui est le titre de l'émission. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je crois que utiliser uniquement ce mot bas carbone est une erreur profonde. Évidemment, il faut faire du bas carbone, mais profitons de la transition énergétique pour avoir enfin une vision systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Nations Unies nous disent qu'il faut aller vers un ensemble d'objectifs du développement durable. Là-dedans, on a la santé, on a le bien-être, on a la qualité de l'air, on a toute une série d'éléments. Est-ce que des solutions bas carbone vont automatiquement nous offrir une société qui sera plus citoyenne, qui sera plus démocratique, sur lequel on aura des problématiques de santé, sur lequel on ne générera pas des déchets toxiques pour quelques millénaires? La réponse est non. Alors ça veut dire que il faut avoir cette vision systémique. C'est tout à fait étonnant d'avoir de nouveau encore une vision uniquement en silo. Ok, c'est bas carbone, donc à ce moment-là, séparer toutes les vertus. La réponse est non. Et ça donne à ce moment-là la réponse à votre question. C'est-à-dire qu'il faut développer des indicateurs qui soient pas uniquement sur le CO2, qui soient aussi sur les déchets toxiques, qui soient aussi sur l'appropriation citoyenne, etc., etc. Des indicateurs qui doivent être créés démocratiquement. Et c'est à partir de ces indicateurs que derrière, il faut mettre en œuvre les régulations nécessaires et les politiques publiques nécessaires, y compris dans le domaine évidemment de la finance. Et avant, il faut se débarrasser d'un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques extrêmement délétères et destructives, comme par exemple le trading à haute fréquence. Pourquoi a-t-on besoin de coter une société toutes les millièmes de seconde? Aucun sens, aucun sens. Cotons-les une fois par semaine, éventuellement. Là, ok, il y a éventuellement une modification qui peut se faire. Et donc, on garde encore des pratiques qui, derrière, sont extrêmement consommatrices d'énergie. Et voilà. Et ayons un regard assez qui ne soit pas en silo. On parlait tout à l'heure de la voiture électrique. Bon, la réponse négawatt, elle n'est pas du tout la même si c'est des véhicules urbains de 300, 400, 500 kilos, qui sont des véhicules individuels extrêmement adaptés à la ville, ou si au contraire c'est du SUV qui fait 2 tonnes. On a quand même un rapport de 75 en poids, en masse, pour le même outil, allant en ville d'un point A à un point B, entre un SUV de 2 tonnes et un vélo qui fait 15 kilos. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, vous voyez. Donc il faut regarder l'ensemble de ces indicateurs, les créer, peut-être créer aussi des produits financiers qui donnent confiance. On a les Français ont 4 500 milliards d'euros dans les livrets de développement durable et puis l'assurance vie. Ça va où? Alors on créerait... Je rêve d'un livret négawatt sur lequel les gens pourraient mettre une partie de leur financement en confiance, en disant ça c'est bon, c'est pour la transition énergétique et écologique qui vont de pair. Il y a quand même des coopératives qui existent. Je pense qu'on peut parler d'Enercoop, d'énergie partagée et d'autres coopératives dans lesquelles on peut mettre son épargne. Absolument. Mais on a un problème d'échelle.
de mise à l'échelle. Formidable, c'est des expérimentations, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur le bois, la terre, etc. Maintenant, il faut changer d'échelle, quoi. Il faut changer d'échelle. La rénovation actuellement, les rénovations performantes, ce qu'on appelle complètes et performantes, au niveau des logements, elles sont de l'ordre de 40 000 par an. Il nous en faut 800 000. C'est un facteur 20. Et donc, tant qu'on n'a pas compris ce changement d'échelle, derrière, on va avoir des discussions bas carbone. Merci beaucoup Thierry Salomon. Luc Julia, je voudrais qu'on poursuive cette conversation qu'on a commencée sur la question des data centers. Vous disiez à l'instant que c'est une aberration écologique et je vous ai également entendu dire qu'il faut renforcer la part des énergies renouvelables dans leur alimentation électrique, dans l'alimentation donc des data centers. Alors, c'est une solution possible, mais ce que j'aimerais vous demander, puisqu'on s'aperçoit en avançant dans cette discussion que à chaque mesure technique, il faut au moins associer une mesure, je dirais, comportementale. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, on s'aperçoit que certains contenus pour le moins, sont non essentiels dans ce qui circule. Hein, on est d'accord sur cette question. Sur les réseaux sociaux, etc. Des millions d'utilisateurs passent des heures à regarder des films et des films, etc. sur des réseaux qui cherchent à les rendre de plus en plus dépendants. Il y a une recherche de créer l'addiction. Donc là, il y a un vrai problème de comportement. Est-ce que pour parvenir à consommer moins d'énergie, il ne faudrait pas une sorte de sobriété numérique et peut-être un peu contrainte aussi? Et quelle forme est-ce que ça pourrait prendre aujourd'hui de faire en sorte qu'on réduise cette consommation inutile d'énergie? Bon, alors le mot-clé, encore une fois, ici, ça va être éducation. Donc il faut comprendre déjà que cet impact est absolument extraordinaire. Quand on parle de regarder des vidéos, que ce soit sur Netflix ou sur TikTok, je veux dire, c'est pas gratuit. Et donc passer son temps à regarder ces choses-là, bon, ça prend de l'énergie. Et en plus de ça, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à fait au début, aussi être affalé dans son canapé toute la journée à regarder ces machins-là, ça a d'autres impacts qui sont plus sur ma santé, diabète, obésité, etc. Donc effectivement, c'est un tout. Et donc, il faudrait qu'on puisse se rendre compte de ces impacts. Mais pour ça, il faut s'éduquer, il faut faire comprendre aux gens. Alors, on peut faire de l'éducation par la régulation. Donc c'est pas quelque chose qui est très facile à faire dans nos contrées à nous. C'est peut-être plus facile à faire en Chine, mais du coup ça veut dire quoi chez nous? Ça voudrait dire de bien expliquer et de faire ça peut-être à la RGPD. Donc vous savez, RGPD c'est cette régulation qui était prise en mai 2018 en Europe, qui a dit les gars, faites attention quand même à ce qui se passe quand vous allez sur Internet parce qu'on vous pique vos données et il faut peut-être faire attention, avoir un peu plus de responsabilité sur où se trouvent les données, à qui elles vont et comment elles sont utilisées. Donc RGPD était intéressant, pas tellement pour la régulation elle-même, mais était intéressant pour le fait que ça avait une vertu éducative. Donc de temps en temps, la régulation a vertu éducative et c'est plutôt une bonne chose. Bon, donc il va falloir effectivement qu'on comprenne ces impacts. Est-ce qu'il y a des solutions comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention de ne pas faire de l'ingénierie pour faire de l'ingénierie, parce que on arrive à des aberrations. Mais là, en l'occurrence, quand on parle des data centers, est-ce qu'on peut essayer de faire les choses mieux? C'est quoi le problème? On disait tout à l'heure, le problème, c'est que tous les trucs sont les uns à côté des autres. C'est une condensation, une centralisation de ces données et de ces machines. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à autre chose? On peut penser à décentraliser. Par définition, si on peut gagner 60% d'énergie juste en mettant pas toutes les machines en même temps, est-ce que c'est intéressant? Maintenant, est-ce que la décentralisation a un impact sur la technologie elle-même, en l'occurrence ici sur l'intelligence artificielle? Et évidemment, si vous avez moins de données à un endroit donné, il y a moins
les statistiques qui sont utilisées dans ces IA sont moins pertinentes. Donc, il faut penser à ces choses-là, mais il faut penser à ces solutions d'éclatement. Une autre chose dont on peut parler dans ces data centers aussi, on stocke énormément de données, que ce soit les films dont vous parliez ou autre chose. Il y a énormément de données qui sont là. Donc, il y a énormément d'espaces disques qui sont utilisés, des disques dans lesquels on écrit ces données. Et pour revenir sur le biomimétisme dont on a touché un mot tout à l'heure, on peut certainement utiliser d'autres choses que ce qu'on utilise aujourd'hui. En fait, ce qu'on utilise aujourd'hui, on l'utilise depuis 50 ans, en gros. C'est l'évolution des disques, les bandes magnétiques, tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours la même technologie. Est-ce qu'on pourrait regarder ce qui se passe autour de nous? Et il y a quelques entreprises dans le monde aujourd'hui qui regardent, par exemple, l'ADN. L'ADN est quelque chose qui nous permet de stocker beaucoup d'informations à zéro coût, ou pratiquement zéro coût. Aujourd'hui, il y a une société française, par exemple, qui a réussi à mettre dans un dé à coudre. Alors, moi, quand je dis dé à coudre, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ma génération, on sait, mais je suis obligé que les jeunes ne savent pas. Mais dans 1 cm3, en gros, qui a réussi à mettre toute la Bibliothèque nationale dans ce dé à coudre. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, vous allez me dire, pourquoi on n'utilise pas ça aujourd'hui? On a réussi à le mettre, mais bon, pour écrire et lire, ça met encore un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'on met des quelques minutes au lieu de quelques millisecondes. On a besoin. Mais faire ces recherches-là, donc comprendre que le biomimétisme, qui est en gros la chose la plus optimisée, parce que notre Terre s'est optimisée dans les quelques centaines de millions d'années qui viennent de s'écouler. Donc, essayons de reprendre ces idées et appliquons-les à ces technologies en nous éduquant sur quels sont leurs impacts. Merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais faire aussi réagir Olivier Roussat sur cette question, parce que s'il est vrai, malgré tout, qu'il est urgent de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit tout de même que les entreprises du numérique ne sont pas en train de faire baisser ces émissions, mais plutôt de pousser leurs usagers à augmenter leur consommation, que ce soit par l'achat de nouveaux terminaux à chaque fois que possible, ou que ce soit pour participer à une consommation qui aujourd'hui est galopante en fait de contenu vidéo, etc. Donc vous êtes le PDG de Bouygues. Comment ça se passe au sein de l'entreprise pour faire passer ce message et pour faire en sorte de réduire notre empreinte carbone? Alors j'imagine que quand vous parlez de ces sujets, vous êtes plutôt sur les sujets qui touchent notre entreprise de télécom, qui s'appelle Bouygues Télécom. Absolument. Qui fournit d'une part des tuyaux qui vont permettre de véhiculer tous les programmes chargés de sens de type TikTok, et puis ensuite qui vont être lus sur des terminaux qu'effectivement on met entre les mains des clients ou dans des box qui vont être mis devant la télé pour pouvoir diffuser le signal sur l'écran. À nouveau, une société comme Bouygues Télécom, elle a pris un engagement SBTi, il vient d'ailleurs d'être confirmé il y a 2 semaines, pour réduire son empreinte carbone de 30% à l'horizon 2027, 29,7 précisément pour les scopes 1 et 2, et puis sur le sujet technique, un peu moins de 20%. C'est-à-dire qu'on a bien pris un chemin de descente. Pour faire ça, il y a plein de choses qui sont faites. On va réduire, on va utiliser le plus possible d'une énergie verte pour pouvoir alimenter nos différents équipements. On va mettre dans nos appels d'offres, quand on achète des choses, parce que c'est une chaîne complète, c'est-à-dire qu'une entreprise, à un instant donné, lorsqu'elle se retrouve à devoir réduire son empreinte carbone, elle est souvent dépendante de ses fournisseurs, elle a un impact sur ses fournisseurs et elle a un impact sur ses clients. Et donc il faut qu'on regarde la chaîne dans sa globalité, et typiquement, l'écosystème, il faut qu'on le fasse évoluer pour que nos fournisseurs, on leur mette des contraintes, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, des contraintes pour qu'ils nous fournissent des trajectoires qui permettent de réduire l'empreinte carbone. C'est la raison pour laquelle, par les entreprises, en appuyant, on arrive de proche en proche à diffuser dans les différentes industries une réduction de l'empreinte carbone, parce qu'on a à peu près tous la même contrainte et que pour pouvoir y répondre, on a tous besoin que ceux qui nous alimentent en amont fassent également des efforts. Donc on s'appuie tous un peu sur la tête pour être capable d'aller chercher nos 30% qui sont nécessaires pour être capable de réduire l'empreinte et rester dans le cas de l'accord de Paris. Alors on fait tout ça, on a des matériaux dans lesquels on utilise beaucoup de recyclés, on a favorisé l'utilisation des téléphones d'occasion, les téléphones de seconde main. On est rentré dans ce métier du téléphone de seconde main il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, personne n'en voulait.
Les téléphones de seconde main, c'est quelque chose qui était vraiment complètement mis sur le côté. C'est maintenant quelque chose qui se développe et les clients sont attentifs au fait d'essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Quand on regarde la durée de vie d'un smartphone à l'heure actuelle, elle est pratiquement 1 an de plus que ce qu'elle était il y a à peu près une dizaine d'années. Pour autant, il y a des sujets, et là je reprends le commentaire de Luc Julien qui parlait du régulateur. Nous avons dans les pays occidentaux d'Europe des régulateurs qui ne sont pas nécessairement dans la coercition, mais simplement dans la régulation. On n'est pas nécessairement, on n'est pas en Chine pour reprendre votre expression. Et il se trouve qu'il faut également que dans l'écosystème global, on ne se donne pas des contraintes qui nous poussent à un effet inverse. Je vous donne un exemple très concret. On sait très bien que les réseaux de data, plus on fait trafiquer de data, plus la consommation électrique de ces réseaux monte. C'est un truc assez simple. Notre intérêt, c'est d'être, pour être conforme à nos trajectoires de réduction, c'est d'essayer de baisser un certain nombre de trafics. Pour autant, les clients passent de plus en plus de temps devant les vidéos. Ayez à l'esprit que lorsqu'on diffuse une vidéo sur le réseau, qu'elle soit faite pour un téléviseur de 40 pouces ou pour un écran de téléphone qui fait 6 pouces, la réglementation nous oblige à véhiculer le même signal. C'est ce qu'on appelle la net neutralité, qui est une absurdité complète. Ça ne sert absolument à rien de donner la définition d'un téléphone d'une télévision 40 pouces sur un écran de 6 pouces. On ne les voit pas, les détails. On peut diviser la qualité par 4, personne ne s'en rend compte. Ce sujet, il est à l'échelle européenne. Ça fait 2 ans que l'on pousse pour qu'on arrête ce genre de choses, qui s'appelle la net neutralité, inventée par les Américains, exportée en Europe, utilisée comme un dogme par les Européens, plus du tout utilisée par les Américains. Ils ne sont pas fous, ils ont bien compris que c'est un truc qui était juste en train d'effondrer la globalité des réseaux. Nous n'arrivons pas à faire bouger ce truc-là. Or ça, c'est un truc très simple qui vous réduit votre consommation automatiquement. Le client ne s'en rend même pas compte. On ne va même pas être dans un sujet qui fait mal au client final. Il ne le verra même pas. Il faut qu'on progresse et que l'écosystème, y compris régulatoire, comprenne qu'il y a des choses que l'on doit changer. Merci Olivier Roussat. Et je voudrais pas qu'on poursuive cette conférence sans aborder la question de la santé. Simplement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, quand on parle de CO2, ça nous relie directement à la question du réchauffement climatique. Or, et bon, évidemment, hein, c'est une question d'urgence. Or, la décarbonation a bien d'autres effets, et notamment des effets sur la santé. Je pense que c'est important à la fois, et c'est ma question pour Anne Sénéquier, à la fois de savoir quels sont les bénéfices sanitaires de cette baisse des émissions de carbone, mais aussi, finalement, que pèse cet argument de santé aujourd'hui dans le débat? Parce que moi, je trouve qu'on entend finalement assez peu parler. On n'en entend pas du tout parler, effectivement. Alors, je vais pas parler des bénéfices de la décarbonation, parce que pour ça, d'abord, il faut savoir quels sont les inconvénients, justement, de la pollution et de ce changement climatique et, encore une fois, de l'impact des activités humaines sur notre humanité. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'on peut en parler pendant 3 heures, donc je vais vous faire un résumé condensé. On a une hausse des températures qu'on a tous vécue depuis 2003. Je pense que c'était déjà gravé dans l'inconscient collectif. Cette année, on a bien remarqué que ce qu'on avait vécu en 2003 comme étant une canicule séculaire, finalement, devient un événement pluriannuel. Cette année, c'est 2800 morts supplémentaires par rapport à la mortalité de l'été dernier. On ne peut pas vivre sur 50 degrés. On ne peut pas travailler correctement d'un travail physique en extérieur au-delà de 27 degrés. Tout simplement parce que le corps ne sue plus. On ne transpire pas au-delà de 27 degrés quand il fait chaud, du coup, et que l'on travaille. Du coup, le corps ne peut pas se refroidir et se réguler. Et je pense qu'on a tous en tête, effectivement, les travailleurs népalais et asiatiques à la Coupe du Monde. Et quand on regarde les statistiques, par exemple, ne serais-je regarder sur l'ambassade du Népal, déjà en 2012, ils avaient répertorié 127 décès de leurs ressortissants sur les chantiers du Qatar, dont 107 causes de décès non reconnues, non répertoriées. Je pense qu'on peut clairement les intégrer dans le coup de chaleur qui est
une symptomatologie où le corps monte en hyperthermie très rapidement, en déshydratation intense, et qui amène vers un coma et un décès très rapide si on ne s'en occupe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'accélération du cycle de l'eau à travers les sécheresses, les inondations, qui va impacter la sécurité alimentaire, qui est porteuse de traumatisme pendant l'événement d'inondation, mais aussi de maladies liées à l'eau, telles que le choléra, telles que les diarrhées, et qui sont très liées dans le mécanisme de malnutrition, dans les mécanismes de diarrhée, qui globalement a un impact sur 50% des décès des enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Ce changement climatique, c'est quoi aussi? C'est des changements de température, c'est des changements d'humidité dans les différents secteurs géographiques de notre Terre. Et ces changements-là, ces mécanismes, vont aussi modifier l'habitat des vecteurs de maladies. Je pense aux moustiques, aux puces, aux parasites, qui vont véhiculer la dengue, le chikungunya, le Zika, le paludisme. Il faudrait vous rappeler que cette année, on a 241 cas de dengue en France métropolitaine. Qui est plutôt une maladie tropicale. Qui est clairement une maladie tropicale. Mi-octobre, le mois dernier, il y avait encore les moustiques Aedes albopictus, c'est-à-dire le moustique qui transmet, pas le palu, mais la dengue, en Île-de-France. Et effectivement, celui qui transmet le palu est présent aussi sur le territoire. Pour l'instant, la maladie n'y est pas. Mais finalement, il suffit de quelques petits ajustements pour qu'il s'y réimplante. La pollution atmosphérique, c'est 99% de la population mondiale qui est impactée, et des microparticules qui vont traverser ces parois pulmonaires, qui vont aller donner des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus cardiaques. Donc, aïe, aïe, aïe. Bon, on est mal barré là. Mais c'est pas qu'on est mal barré. Je pense que c'est important à un moment donné de se rendre compte que cette génération sacrifiée, dont on a peur de transmettre à nos enfants, en fait, nous sommes déjà cette génération sacrifiée. On ne le reconnaît pas, mais aujourd'hui, par rapport à l'an 2000 où 4 causes de décès sur 10 étaient des maladies non infectieuses, aujourd'hui on est arrivé à 7 sur 10 parce qu'il y a le changement climatique, il y a la perte de la biodiversité qui nous amène une épidémie de zoonoses telle que la Covid-19. Et tout ça est surajouté par rapport à nos modes de vie qu'on évoquait tout à l'heure, la sédentarité et ainsi de suite. Donc c'est à chaque fois un petit truc en plus qui a un effet multiplicatif où aujourd'hui on peut se dire que les principales causes de décès sont dues à des produits fabriqués, distribués et promus par l'homme. Et alors, pour en revenir à la question, que pèse l'argument sanitaire? Très rapidement, je vais vous donner deux citations des secrétaires généraux de l'ONU. M. Ban Ki-moon qui disait en 2015 « Il n'y a pas de planète B ». Ça veut dire quoi? Le changement climatique, c'est un problème géographique et de climat. M. Guterres, à l'ouverture de la COP27, a dit « L'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif ». Et je pense que là, on a commencé à comprendre que le problème, ce n'était pas la planète B, la planète s'en sortira. Nous, non, malheureusement. Non. Et alors, merci beaucoup de citer cette phrase parce que je voudrais qu'on termine, en tout cas avant que je vous passe la parole, je voudrais poser une dernière question à Thierry Salomon sur la base d'un exemple concret et vraiment inspirant et qui concerne justement Anne Sénéquier, la coopération, qui est vraiment, à mon avis, une des clés pour baisser nos émissions de carbone, mais aussi pour 1000 autres choses, parce qu'effectivement, c'est un sujet transversal. J'ai eu l'occasion, à travers mes missions de journalisme, de découvrir, il y en a beaucoup, j'en ai découvert beaucoup qui sont très belles et très beaux, mais de découvrir un écolieu qui se situe dans le sud de la France, qui est constitué de 19 logements, qui sont répartis en 3 bâtiments, 3 petits ensembles. Donc 19 logements, ça fait 19 familles, ça fait un groupe assez important, qui vivent donc dans ces logements. Ce sont des logements qui sont ultra performants du point de vue de leur isolation. Ils sont passifs, toilettes sèches à tous les étages, récupération d'eau de pluie, mais aussi, et c'est là que je veux en venir, de la mutualisation. C'est-à-dire qu'il y a 3 petits immeubles qui sont magnifiques, où c'est très agréable de vivre.
je l'ai fait pour m'en assurer. Dans ces 3 immeubles, il y a une buanderie par immeuble, donc chacun n'a pas sa machine à laver dans son appartement. Chacun a sa box, j'en parle pour Luc Julia, mais aussi pour tout le monde, etc., etc. Donc c'est à la fois performance écologique, bioclimatisme, etc., mais aussi mutualisation. Et effectivement, le facteur humain dans la recherche de solutions bas carbone, quand on visite ce genre d'endroit, on s'aperçoit qu'il est vraiment essentiel. Et la dernière donnée que je voudrais dont je voudrais vous faire part, c'est que la facture d'électricité de ces habitants est 7 fois moins élevée que les autres habitants du village. Voilà. Je ne vous donne que le montant de la facture d'électricité. Si on prenait l'eau et la plupart des dépenses, on verrait que c'est la même chose. Donc ça veut dire aussi que c'est accessible aux bas revenus. Et effectivement, il y a des personnes avec des bas revenus qui habitent là aussi. Et enfin, c'est une coopérative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire unique qui cherche ensuite à essayer de valoriser ça pour faire des dividendes, etc., ce qui souvent biaise la démarche. Donc Thierry Salomon, c'est la dernière question. Et peut-être, oui, voilà, bon, c'est une réponse pas trop longue, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est par là que passent nos recherches de solutions bas carbone? C'est à quel endroit? À Dieu-le-Fit, c'est Ecoravi dont je viens de parler. Oui, moi j'ai travaillé aussi sur des opérations de ce type-là. Bel exemple à la fois de sobriété d'usage, c'est-à-dire de réflexion collective de quoi on a besoin, de sobriété de dimensionnement, parce que dans ce genre d'habitat, on n'est pas uniquement sur la petite maison individuelle qui va consommer énormément d'espace, et puis une petite maison individuelle, c'est 6 parois qui donnent sur l'extérieur. Et donc, immédiatement, lorsqu'on est sur une maison individuelle, on va doubler ou tripler sa consommation par rapport à un logement un peu plus groupé. Je ne parle pas de logement collectif, mais de logement groupé. Et puis, on est aussi sur une sobriété de partage. Et vous l'avez dit derrière, avec une réflexion initiale qui consiste à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut partager de façon à augmenter la durée d'usage et là, dès qu'on travaille sur cette question-là, eh bien, on fait appel à l'intelligence. Et donc, finalement, la sobriété, on pourrait la résumer ainsi, hein, c'est l'intelligence de l'usage, tout simplement. Tandis que l'efficacité, je reviens un peu sur cette distinction qui est chère, c'est l'intelligence de l'outil, de l'équipement. On peut être très bon sur l'outil et très mauvais sur l'usage. On est en train de le voir sur le numérique d'ailleurs, sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple là-dessus, on a fait, nous, pas mal de mesures dans les logements. Et on pensait que sur 10 ans, avec l'arrivée des LED, avec l'arrivée des écrans plats, etc., on allait avoir une baisse de la consommation moyenne des ménages. Elle est restée autour de 3000 kWh électriques par an. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est passé d'un petit écran à plusieurs écrans dans la maison. C'est l'effet rebond, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Oui, enfin, c'est un effet de surdimensionnement, si vous voulez, de non-partage. Alors, effectivement, on a énormément gagné en efficacité sur la consommation par surface d'écran. Mais on a multiplié les écrans et donc le résultat finalement est relativement identique. Et donc il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur tous ces éléments d'efficacité et de sobriété, mais, et je le répète, avec une vision globale. Ouais. Vous pouvez très bien faire un bâtiment bas carbone qui soit invivable sur le, comment dire, au travers de je dirais des surchauffes estivales, par exemple. Hein, et puis on peut aussi faire des bâtiments carbone, comme ça a été le cas beaucoup en Allemagne, où voilà, les gens finalement augmentent la température à l'intérieur du logement et du coup l'effet... il peut y avoir un effet thermos, c'est ça pour simplifier, hein, pour simplifier la thermique. Il peut y avoir un effet thermos si on a une réflexion là aussi uniquement sur l'hiver et pas sur l'été. En ce moment, il faut concevoir sur l'été.
Et on est en train de faire, je suis désolé, des bâtiments très basse consommation qui sont, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de simulation thermique dynamique, etc. Ils vont être, lorsqu'on commence à faire tourner dans ces modèles-là ce que prévoit Météo France à 2030, 2035, 2050, ils sont invivables. Ouais. Donc la réponse va être, je me jette sur la première climatisation venue. Vous voyez ? Or, il y a des solutions. Vous avez parlé de la Terre. La Terre est un excellent produit, par exemple, pour justement abaisser et réguler correctement la température estivale. Merci beaucoup Thierry Salomon. Je sais qu'il y a des questions dans la salle. Il y a notamment 2 étudiants qui sont là. Où sont-ils ? Ah Bonjour. Alors, le micro est ouvert. On a encore un petit quart d'heure, mais je vous en prie, si vous voulez bien vous présenter. Est-ce que vous voulez qu'on lui donne un micro ou est-ce qu'on peut se servir des micros comme ça ? C'est parfait. Formidable. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Constance, je suis étudiante à Sciences Po. Je fais partie d'une association qui s'appelle La Grande Tribune, qui regroupe les associations de... Tu veux parler ? Faut que je parle plus près peut-être ? Ok, c'est mieux ? Oui, c'est parfait. Ok, donc pour reprendre, je suis étudiante à Sciences Po et je fais partie d'une association qui s'appelle La Grande Tribune, qui regroupe les associations d'art oratoire des grandes écoles de Paris et qui est axée sur l'égalité des chances. Et du coup, j'aimerais revenir sur un point que vous avez brièvement abordé sur la justice climatique notamment. Concrètement, comment on peut se positionner face aux pays émergents qui ont besoin d'énergie carbonée pour se développer et rejoindre une qualité de vie proche de la nôtre. Concrètement, comment est-ce qu'on peut adresser cette question-là ? Oui, bien sûr. Les mécanismes, le protocole de Kyoto n'a pas vraiment marché, mais il y a des mécanismes innovants qui ont été mis à côté de cela pour justement avoir la possibilité de ne pas entraver le développement humain justement des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et du coup, les objectifs même des accords précédents ont souvent été un échec parce que justement les pays à revenus faibles et les pays riches développés aujourd'hui n'avaient pas justement la même temporalité et le même objectif aussi. Quelque part, c'est un vrai sujet parce qu'on l'a effectivement dans le réchauffement climatique, enfin dans le changement climatique, mais on l'a vu aussi cet été sur le traité de la haute mer, qui a été un échec aussi sur le partage des ressources génétiques justement dans les recherches à venir de la haute mer, et les pays à revenus faibles et intermédiaires ne voulaient pas signer parce que ça voulait dire que les autres allaient venir chercher les ressources et que eux encore seraient derrière. Donc on voit que finalement il y a une voie qui prend de plus en plus d'ampleur et qui commence justement à faire valoir ses droits et à essayer de changer les choses. Avec beaucoup d'inertie par rapport à... Absolument. On n'est pas du tout en phase en fait avec la vitesse à laquelle avance le réchauffement climatique. Thierry, tu voulais dire quelque chose sur... Oui, je crois que la solution possible est celle de ce qu'on appelle une convergence-contraction. Autrement dit, il faut que l'ensemble des pays de cette planète arrivent à converger vers un niveau qui soit un niveau acceptable. Toutes les personnes qui sont ici dans cette salle, en moyenne, eh bien, on émet tous ensemble, on émet 11 tonnes de CO2 en empreinte, c'est-à-dire en considérant aussi les émissions de CO2 extérieures sur les produits qu'on importe. Il faut revenir à 2 tonnes. Il faut revenir à 2 tonnes. C'est le fameux facteur 4, facteur 5. Et ça sera même peut-être déjà un petit peu trop. Alors on a des pays qui sont nettement en dessous. Et donc cela, il faut leur permettre encore d'être un peu dans le fameux gâteau dont je parlais tout à l'heure, des 500 milliards. Sur quelques années, le temps qu'ils arrivent à se développer, mais en même temps, il faut faire en sorte qu'il y ait une grande mutation vers des énergies et des consommations énergétiques, des consommations de matière qui soient derrière soutenables. Et on a avec nous quand même un allié formidable.
Cet allié formidable, c'est un réacteur de fusion qui est à 150 millions de kilomètres, qui s'appelle le Soleil, qui nous fournit lumière, qui nous fournit l'énergie et qui nous fournit la matière au travers de la photosynthèse. Ben, soyons malins. Au lieu de regarder de l'extractivisme vers le sol, regardons vers le Soleil qui nous fournit ces 3 éléments principaux pour les 4,6 milliards d'années qui restent. Eh oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Florent Coureau de Tech for Life. Je pense qu'il y a 100 ans, on n'aurait pas parlé d'un monde bas carbone, on aurait parlé d'un monde prospère. Et aujourd'hui, on sait parfaitement bien mesurer la prospérité. Je pense que quand le groupe Bouygues publie ses résultats, il n'y a personne pour contester son chiffre d'affaires. S'il y avait de quoi contester, vous seriez peut-être menacé, monsieur le directeur général. Donc ma question est, quand et comment pensez-vous qu'on va pouvoir mettre en place une comptabilité qui permette de savoir ce que les entreprises prennent en compte, ce dont elles rendent compte, et puis, excusez-moi de l'anglicisme, ce dont elles sont responsables, c'est-à-dire accountable. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Je voudrais juste, avant de répondre à ça, redire quelque chose qui tient. J'ai vu quand je suis arrivé ici dans le couloir, la fresque du climat, il y a un stand de fresque du climat. Dans le périmètre de Bouygues, jusqu'à la fin du mois de septembre, on était 130 000 collaborateurs. On avait déroulé la formation à la fresque du climat pour 10 000 collaborateurs. Et en fait, 10 000 sur 130 000, c'est un ratio suffisant pour que l'entreprise se mette en mouvement avec la conviction qu'on est en train de partir dans le mur. Parce que quand vous faites la fresque du climat et que vous voyez les effets de ce qui va se passer avec les coquillages dont le taux d'acidité de l'eau va faire qu'on va détruire leurs coquilles, vous vous dites il y a quand même un truc qui n'est pas terrible, il y a tout le jeu des maladies qui sont décrits à la fin de la fresque. On a une chance importante dans les pays occidentaux, on a des systèmes d'éducation qui sont plutôt assez au point. Un geste aussi simple que de généraliser ce genre de formation vers la totalité des générations qui sont à l'heure actuelle à l'école fait que ceux qui arrivent ensuite en âge de travailler dans le monde du travail ont une sensibilité à ces sujets qui font qu'ils ont une vraie volonté de ne pas aller dans le mur. Ça, c'est juste un petit préalable pour dire qu'on a des choses et qu'on ne fait pas encore assez de choses pour informer, pour que chacun comprenne. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le maladie, on le perçoit totalement quand on fait la fresque du climat. Maintenant, sur la publication de nos résultats, tout à l'heure j'ai parlé du SBTI. SBTI, ce n'était pas quelque chose qui était très connu. Alors, c'est peut-être pas très connu encore d'ailleurs au grand public, mais en tout cas, les entreprises le connaissent. C'est un organisme qui certifie vos objectifs. Le SBTI, avec la renommée qu'il a pris, lorsque vous perdez votre certification parce que vous n'avez pas fait le chemin que vous étiez engagé à faire, c'est quelque chose qui vous crée un vrai problème vis-à-vis de ceux qui vous financent. Et j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut ne pas sous-estimer, alors c'est pas nécessairement, c'est pas quelque chose auquel on s'attend, mais le monde financier met une pression extrêmement forte là-dessus. Et donc les entreprises, elles sont diligentes pour faire ce à quoi elles se sont engagées. Et si elles s'engagent à rien, elles sont détournées. Et il y a un certain nombre de fonds qui déclassifient l'action, qui la sortent. C'est-à-dire que vous êtes bien obligé de vous y mettre. Je vais prendre 3 questions et on va essayer de répondre aux 3 questions en quelques temps parce qu'il nous reste seulement quelques minutes. Je vous écoute. Bonjour. Alors j'aurais une question relative au marché financier puisque vous l'aviez brièvement abordé. Peut-être manque-t-il la présence de Gaël Giraud pour répondre à cette question, mais je vais quand même la poser. Vous parliez tout à l'heure de la finance à impact. Est-ce que vous trouvez que justement les critères qui sont utilisés, notamment les critères ESG, sont suffisants pour évaluer justement l'impact de ces financements? Et on sait très bien que certains fonds d'investissement, par exemple, par effet de mode, possèdent 30% d'actifs qui répondent aux critères ESG, mais on possède 70% autres d'actifs fossiles, justement. Donc est-ce que vous trouvez que c'est des indicateurs qui sont suffisants et est-ce qu'il ne faudrait pas justement des régulateurs peut-être un peu plus punitifs ou coercitifs? Merci. Bon, alors c'est vrai qu'en l'absence de Gaël Giraud, là on est quand même dans une question très... Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre. Alors madame? Oula, vous m'entendez? Oui. Alors moi je suis animatrice de la fresque du climat et aussi de sa petite sœur, la fresque du numérique. Et donc je voulais vous dire qu'à ce propos, l'impact du numérique, c'est principalement les équipements, parce qu'il y a 50 milliards d'équipements dans le monde, et l'énergie qui est utilisée pour les alimenter. Donc effectivement, vous faites des calculs manifestement sur le scope 1 et 2, mais ce qui est très important, c'est le scope 3, c'est l'usage. Et donc, à partir du moment où on change de téléphone très régulièrement,
parce que l'industrie propose de nouveaux téléphones tout le temps, de toute façon, on va poser un problème sur l'empreinte du numérique. D'autre part, vous parlez de reconditionner, il y a un effet rebond au reconditionné qui fait que les gens changent plus régulièrement de téléphone puisqu'ils peuvent revendre le précédent. Donc vous, en tant que Bouygues Télécom, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour inciter les gens à garder leur appareil, le faire réparer et ne pas en changer plus régulièrement pour avoir un véritable impact? Attendez, je vais prendre une dernière question. C'est derrière vous, mais je vous ai vu. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Shakib Chauchtera, urbain et géographe, puis coordinateur projet du projet Plastic ODC, notamment en Algérie. Oui. J'aurais 2 questions, s'il vous plaît. Donc pour M. Olivier Roussard et M. Thierry Salomon. Une question. Une seule petite question, ouais. D'accord. Donc je vais poser la question à M. Thierry Salomon. Vous avez parlé de simulation thermique dynamique. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de modèles de simulation thermique énergétique de bâtiments. J'aimerais savoir, vous utilisez quel type de fichier donc Météo France, en référence un petit peu aux simulations climatologiques qui sont fournies par Météo France. Parce qu'à l'horizon 2050, il n'y a pas de compatibilité. Est-ce que vous basez sur... des fichiers météorologiques, canicules. C'est une question très technique. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est tellement technique. Thierry Salomon propose de vous répondre après la conférence. Très bien. Mais par contre, je vais laisser du coup Olivier Roussard répondre et puis après je vais prendre votre question, monsieur. Voilà, madame, donc sur le SBTI, dans le groupe, tous nos engagements SBTI sur le scope 1 et 2, sur le scope 3 pour tous nos métiers, et sur le scope 3B, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique, sur Bouygues Télécom et Bouygues Immobilier. Le scope 3B, c'est le scope du carbone qui est émis par l'usage de ce que l'on fournit. Précisément ce que vous avez dit. Et donc notre objectif SBTI certifié, qui vient de l'être, puisqu'on a publié nos résultats il y a maintenant une semaine ou deux, notre cible à 2030, elle est à moins 30% sur le scope 3B, et elle est déjà en point de passage certifié SBTI à moins 17,5 en 27. Donc très clairement, c'est bien une baisse et qui est bien en ligne avec l'objectif que nous avons pris d'aller vers les moins 30, qui est notre façon de tenir notre engagement pour rester dans l'accord de Paris. Mais c'est une résultante. C'est juste pour faire court, parce que sinon je vais être un peu long. Voilà. Et je vais prendre Non. Mais vous allez pouvoir discuter avec lui après la session. J'essaie de donner la parole à tout le monde et je vois que monsieur, ce sera la dernière question. On vous écoute. C'était un peu pour compléter la question par rapport au trafic et à l'augmentation du trafic. Moi, je trouve qu'il y a un peu une incohérence. Vous avez parlé tout à l'heure de baisse de trafic, que c'était votre objectif. Et là, on a en face la 5G avec une empreinte carbone extraordinaire en termes de développement des pylônes, des équipements dans les centres, etc., avec une empreinte sur la santé. On a parlé de la santé, la dépendance des personnes, donc qui vont encore plus utiliser leur smartphone pour beaucoup plus d'usages. Aujourd'hui, on a inventé un nouveau besoin que personne ne demandait et qui va avoir une empreinte carbone incroyable et sur la santé. Et qui est un exemple d'effet rebond assez remarquable, c'est-à-dire avec une... Et je ne comprends pas cette incohérence. Ouais. Monsieur, vous avez bien raison. D'ailleurs, on avait fait une tribune avant l'attribution des licences 5G pour dire que c'était un besoin dont nous n'avions pas à l'heure actuelle vérité. Ce n'était pas un vrai besoin et qu'on avait vraiment intérêt à le repousser. Nous n'avons pas été suivis. Elles ont été mises en vente et lorsque vous êtes un opérateur, vous êtes obligé de les acheter. Mais vous avez raison, on a défendu exactement ce point de vue dans une tribune qu'on a faite dans le Figaro il y a à peu près 4 ans. Vous êtes plutôt défavorable à la 5G. Au départ, vous étiez plutôt défavorable à la 5G. Parce que ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Il y avait un certain nombre de choses dont on n'avait pas besoin objectivement. Le mot de la fin à Thierry Salomon. Et après... Oui, le mot de la fin va être pour répondre un peu aux dernières questions. Il y a des solutions. C'est-à-dire que quelque part, et vous avez absolument raison, la 5G, elle ne sert à rien derrière. Et l'impact carbone et en termes de matériaux, etc., de la 5G est tout à fait catastrophique. Je ne dirais pas la même chose de la 4G. Vous voyez, et donc, quelque part, le passage entre la 4G et la 5G est très intéressant parce que finalement, c'est là où... C'est le niveau de trop. Ouais, c'est le niveau de trop. Par contre, la 4G...
peut avoir quelque part un intérêt, c'est évident. Après, derrière, au niveau des équipements, Madame a tout à fait raison. Le problème du numérique actuellement, c'est le suréquipement, et on a énormément d'énergie et de matière, etc., qui sont dans nos équipements. Le moindre smartphone qu'on a à la poche utilise la moitié du tableau de Mendeleïev. C'est extraordinaire. Et là-dedans, il y a des composés très peu. Alors, il y a des solutions qui sont intéressantes. On commence à voir arriver des ordinateurs sur lesquels qu'on peut monter soi-même, ou qu'on peut au moins sur lequel on peut démonter, ne serait-ce que la batterie, ne serait-ce que, etc. Et il y a une cinquantaine d'années, il y a un livre formidable qui est sorti qui était un livre d'utopie, mais sur lequel il y avait une idée, j'aurais terminé là-dessus, qui me semble remarquable, qui était de dire à chaque fois qu'il y a un nouvel équipement domestique comme ça, il y a une espèce de jury citoyen sur lequel les gens vont tester, est-ce que je peux le réparer moi-même? Est-ce que je comprends la notice? Est-ce que je peux le réparer? Est-ce que quelque part j'ai un lieu qui me permettra de changer les 3 petits trucs, etc., avant que l'objet soit au rebut? Ça, on va conclure avec cette suggestion qui me paraît fort pertinente. Montons le jury citoyen pour l'innovation. Un indicateur de bidouillabilité qui permettrait à ce moment-là de faire en sorte qu'on gagne énormément d'énergie, de matière, etc., etc. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Luc Julia qui est loin de nous, mais qu'on salue. Je vous remercie beaucoup. Merci Olivier Roussat. Merci Thierry. Et merci à vous aussi d'être venus. Merci à tous.